Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et à la une de ce lundi, un contingent de 160 forces de la police du Rwanda s'apprête à participer à la mission onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud. Les habitants, surtout des femmes, vivant dans les zones Karushuga et Tchamunyana, dans le secteur de Rwimiyaga, c'est dans le district de Nyagatare, disent qu'ils rencontrent des difficultés pour effectuer de longs déplacements afin de recevoir des services de santé. Nous parlerons de certaines régions du pays qui connaissent ces derniers jours une chaleur excessive, mais il s'agit d'un problème mondial. Restez avec moi, Michel Iradukunda, tout de suite pour les détails. Bienvenue encore une fois. Un contingent de 160 forces de la police du Rwanda s'apprête à participer à la mission onusienne de maintien de paix. C'est au Soudan du Sud. Ce contingent à majorité féminin doit remplacer des collègues au terme d'une année de mission. Des détails avec Jean Damascène Maniching. C'est le commissaire de police Vincent Sano, en charge des opérations au sein de la police du Rwanda, qui a prodigué des conseils à ce groupe de 160 policiers, en majorité des femmes, qui se préparent à partir en mission de maintien de la paix des Nations Unies en République du Soudan du Sud. Ce groupe va remplacer un autre qui a passé un an dans cette mission. La police du Rwanda est activement impliquée dans des opérations de maintien de la paix depuis 2005. Aujourd'hui, la force déploie ses troupes dans des missions de l'ONU avec des officiers déployés en tant qu'officiers de police individuels, d'unités de police formées et de professionnels de la police. Avant de participer aux différentes opérations de maintien de la paix, les forces de police aiguisent leurs connaissances en la matière au Centre d'excellence en opérations de maintien de la paix créé pour cette fin. Dans ces opérations de maintien de la paix, les forces de police s'occupent de la protection des civils et garantissent ainsi la sécurité de leurs biens. Fidèle à la politique du pays, le principe du genre dans la police est vivement respecté tant dans le maintien de l'ordre dans le pays que dans des missions onusiennes de maintien de la paix hors du Rwanda. C'est en 2000 que le gouvernement du Rwanda a jugé bon de créer une force de police organisée, bien coordonnée, professionnelle, capable de faire face aux défis sécuritaires si élevés à l'époque. La police nationale, en tant que force proactive, repose sur des valeurs fondamentales de professionnalisme, de patriotisme, d'intégrité et de discipline élevée. À sa création en 2000, la première priorité de la police du Rwanda était de consolider la sécurité qui était compromise à l'arrêt du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Pour ce faire, un investissement important a été réalisé pour promouvoir les valeurs de service désintéressé, de professionnalisme et d'efficacité dans la lutte contre la criminalité et la création d'un environnement sûr. Actuellement, la police du Rwanda va bien au-delà des méthodes traditionnelles de maintien de l'ordre pour amener la population à comprendre son rôle dans la prévention de la criminalité. Alors que la police fête cette année ses 25 ans d'existence et repose sur des partenariats solides avec le public dans la lutte contre ce qui compromet la sécurité. Ces partenariats sont évidents aujourd'hui à travers la promotion des valeurs fondamentales de sécurité et de sûreté menée par le biais de la police et de proximité qui permet aux policiers et aux civils de partager des informations cruciales utilisées dans la lutte contre la criminalité. Et des jeunes rwandais ainsi que ceux en provenance d'autres pays souffrant de la dépendance de drogue telles que l'héroïne par injection, la consommation de cannabis et le jeu de hasard sont pris en charge par le centre de réhabilitation Isangé en district de Huye. Notre collègue Robert Bziringiro a visité ce centre spécialisé dans le traitement des toxicomanes où il a échangé avec certains patients qui expriment leur satisfaction quant aux soins qu'ils reçoivent tout en encourageant d'autres jeunes à éviter de se lancer dans la consommation des drogues. Pour en savoir plus, suivez ce récit de Kassim Youssouf. Le centre de réhabilitation Isangé, qui traite spécifiquement les jeunes en dépendance de drogue et autres stupéfiants, se trouve dans le secteur d'Ongoma en district de Huye. Lorsqu'on fait un tour dans ce centre, on remarque que l'atmosphère y est calme, semblable à celle d'une maison ordinaire. Certains pensionnaires de ce centre jouent, d'autres discutent en petits groupes, tandis que d'autres se promènent dans l'enceinte.
Il est difficile de croire que ce sont des patients parce que l'apparence extérieure est normale, mais ce sont des patients qui reçoivent des soins spécialisés pour leur dépendance aux drogues, ce qui le distingue d'autres établissements qui traitent des troubles mentaux. Ce centre, créé en 2015, accueille des Rwandais ainsi que des étrangers en provenance de différents pays d'Afrique dont la dépendance aux drogues est au stade de la maladie. Certains pensionnaires du centre de réhabilitation Isangé ayant requis l'anonymat ont témoigné au micro de RBA en district de Rouillé avoir consommé pendant 8 ans de l'héroïne par voie intraveineuse. Je consommais la drogue dénommée Mugo par intraveineuse, mais ce n'est pas bien. C'est juste un état d'euphorie de quelques heures. J'ai tout perdu, notamment mon travail et beaucoup de choses. Et l'état dans lequel je me trouvais ne me satisfaisait pas du tout et c'est pourquoi je suis venu dans ce centre. Cela fait 4 ans que je consomme de la drogue, spécialement celle dénommée Muzigo, et c'était par voie intraveineuse. Cela m'a beaucoup affecté, notamment en perdant la confiance des membres de la famille, celle d'autres personnes également, et cela fait qu'on perd la confiance en soi. En plus de ceux qui consomment l'héroïne qui sont soignés au centre Isangé, il y a également des consommateurs endurcis de cannabis et d'autres drogues qui ont demandé que leur identité ne soit pas révélée. J'ai commencé avec la consommation du cannabis et puis j'ai adopté le kanyanga et d'autres boissons alcoolisées nouvellement disponibles au marché. Ces drogues m'ont beaucoup affecté, notamment que j'ai été en conflit avec ma famille, le gaspillage de l'argent et l'abandon de l'école. J'étais un accro aux jeux de hasard et j'ai passé environ 10 ans dans cette situation et il y a des biens que j'ai vendus à cause de l'addiction aux jeux de hasard et tout l'argent que je gagnais ici et là disparaissait dans ces jeux. Le centre de réhabilitation de Rouillé a pour objectif de fournir des soins spécialisés au niveau international pour les personnes dépendantes aux drogues. Julius est un jeune homme venu de Goma en République démocratique du Congo qui, après avoir consommé des drogues pendant 8 ans, a choisi de venir se faire soigner au Rwanda. Oui, cela a de très mauvaises conséquences. Cela affecte ta relation avec ta famille, ton développement financier et surtout, cela détruit ta relation personnelle avec tes proches. Je conseille aux jeunes d'éviter les drogues et de se concentrer sur leurs études tout en écoutant leurs parents. Aujourd'hui, ma vie va bien et l'avenir semble prometteur. Le centre de réhabilitation Isangé dispose des équipements ou du matériel qui aide à établir le diagnostic, notamment un appareil pour mesurer la quantité de drogue dans le sang. Ici, nous réalisons des tests concernant le cannabis et des opiacés tels que l'héroïne, dénommée également Mugo, et il y a des médicaments qui sont prescrits par des médecins mais qui entraînent de dépendance. Cet appareil nous aide à connaître la quantité de drogue qu'on a consommée dans le sang. Après avoir été soignés dans ce centre, les patients peuvent réintégrer la société une fois qu'ils ont montré des signes de guérison. C'est le cas d'un Chimimana Alain qui a été traité pendant 5 mois, mais qui, une fois guéri, a créé une organisation qui s'engage activement dans la lutte contre la consommation de drogue au sein de la jeunesse. Je dirais que le traitement que le centre Isangé octroie est effectif. Ils soignent les gens et ils se rétablissent et leur vie est transformée et je suis l'exemple réel.
Lorsque nous quittons le centre, certains d'entre nous apportent leur contribution auprès d'autres jeunes. J'ai mis en place une organisation pour faire en sorte que personne d'autre n'emprunte le chemin que j'ai suivi. La direction du centre de réhabilitation Issangué de Houillé indique que les soins sont couverts par des assurances santé, y compris la mutuelle de santé, et que le coût inclut la nourriture et d'autres besoins de la vie quotidienne. Le centre de réhabilitation Issangué de Houillé est doté d'une capacité d'accueil d'environ 100 patients. C'est un centre avec 10 spécialistes en psychologie et 9 infirmiers. Depuis sa création en 2015, plus de 3000 patients ont été pris en charge et traités. Retour au studio avec notre invité du journal. Nous avons le plaisir d'accueillir monsieur, c'est monsieur ou bien c'est docteur monsieur Emmanuel Ndaïzidié. Vous êtes PDG de Yala Yala Group. Bienvenue dans le studio. Merci beaucoup, Michel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'irrigation, mais avec l'utilisation du système solaire. D'abord, brièvement, parlez-nous de l'expérience en Israël. C'est un pays qu'on connaît désertique aujourd'hui. Comment un pays désertique a réussi à pratiquer l'irrigation et à succès? Merci beaucoup, Michel. Comme tu viens de le dire, je m'appelle Emmanuel. Je suis le PDG ou le chef exécutif de Yala Yala. Yala Yala Group, c'est une association ou une société commerciale composée par des jeunes agriculteurs formés en Israël. Et puis, à les retours, ils ont dit, ils ont créé une société pour changer l'agriculture de subsistance en agriculture moderne. Parce que maintenant, il faut faire l'agriculture pas seulement qui nous donne du repas, mais qui nous donne de l'argent. Alors, si je viens sur cette question de me demander comment Israël est un pays désertique, mais qui pratique l'agriculture moderne. Ça, c'est vrai. Israël, c'est un pays développé, pas seulement en agriculture, mais aussi dans les autres secteurs. Mais en agriculture, ils sont plus avancés. Et ils utilisent les lacs Galilée pour irriguer toute la nation. Comme ici, nous voyons la disponibilité de l'eau pour boire, là aussi, l'eau est disponible pour tous les agriculteurs. Ils utilisent les différents types de systèmes d'irrigation, comme l'irrigation par aspersion. Ce type d'irrigation, c'est l'irrigation normalement que nous voyons l'eau qui tombe sur l'écriture comme la pluie normale. Là, ils sont installés dans toutes les nations. Ils utilisent les autres types d'irrigation comme goutte à goutte. En anglais, on l'appelle drip irrigation. Ça, l'eau, il vient en goutte, petit à petit, mais tout ça dépendra des cultures que tu as cultivées. Et les types de systèmes que je peux utiliser pour irriguer les maïs, les tomates, c'est un peu différent à travers de ces facteurs d'irrigation. Alors, Israël, c'est un pays développé parce que c'est un pays désertique, alors ils ont trouvé tous les moyens pour l'avitailler du repas de ces peuples. Oui, c'est comme l'Égypte, par exemple. Exactement. Oui, alors un rapport publié en 2019 a montré que le Rwanda, aujourd'hui, il utilise seulement environ 14% de son potentiel d'irrigation. Comment comprendre cette situation? D'après vous, quelles sont, je dirais, les stratégies à adopter pour changer cette situation? Ça, c'est vrai. Ici, au Rwanda, on dit que l'irrigation n'est pas étendue dans toute la nation. Mais si tu compares avec les autres pays limitrophes, les autres pays qui nous entourent, le Rwanda est en avance lorsque tu compares de ces pays que je ne viens pas ici de mentionner. Mais on ne peut pas dire que nous sommes sur le point culminant, là où on peut dire nous sommes hâtés, là où nous avons besoin. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de stratégies. Moi, je peux dire, comme les personnes que nous avons été formées en Israël, quand nous avons étudié ça dans les universités, il faut que les pays commencent à faire les enquêtes dans tous les pays. Où est-ce qu'on peut faire les systèmes fixes?
où est-ce qu'on peut amener, c'est le système d'irrigation par aspersion, les irrigations de goutte à goutte, oui. mais il y a les autres points là où on ne peut pas faire les installations fixes. Là, j'appelle les jeunes agriculteurs, les jeunes, les filles et les garçons de venir dans l'agriculture. Parce que c'est quoi? C'est de l'argent. Moi, j'amène... C'est rentable, quoi. Exactement. J'amène les équipements pour l'irrigation. Je fais vendre les services d'irrigation. Toi, tu me payes. Alors, il y a beaucoup de milliers là où les jeunes peuvent profiter de ces occasions et puis commencent de faire les vendre les services d'irrigation et puis ils gagnent de l'argent. Alors, en parlant justement des jeunes, parce que c'est la majorité de la population ici au Rwanda, les agriculteurs rwandais qu'on a ici, quels sont les défis que vous trouvez sur terrain aujourd'hui, justement, qui compliquent cette pratique de l'irrigation? Les défis sont là, mais on dit que là où on doit les problèmes, c'est là où on trouve les solutions. Parce que nous en avons vu dans les années passées, c'est là où que nous avons commencé de faire les différents projets, les projets de mécanisation et puis les projets d'irrigation. Notre pays, c'est un peu là. Si je peux dire, les pentes de notre pays, c'est un peu différent. Si tu traverses dans l'Est, c'est un peu différent au Nord. Oui. Alors, à l'Est, c'est là où on peut dire, on peut faire ces installations fixes, de goutte à goutte, les installations par l'aspersion, les pivots comme ça. Mais il y a là où aussi la pente, ils ne nous permettent pas de faire ces installations fixes. Alors, j'appelle le gouvernement, j'appelle les investisseurs. Toi aussi, tu peux investir. Tu es un journaliste, mais tu peux faire l'investissement en agriculture. Et puis, tu appelles, tu mobilises ces jeunes filles et garçons. Et puis, nous commençons de faire les vendre ces systèmes mobiles. Alors, c'est ça les stratégies que nous voyons comme les jeunes agriculteurs, que nous sommes dans ce secteur. Et puis là, le pays va commencer de ne pas souffrir ces problèmes. Est-ce qu'ils comprennent l'importance justement d'irriguer leur culture? Ou bien c'est encore un processus de sensibilisation? C'est ça le problème. Il faut tout d'abord commencer. Je comprends les jours que nous étions venus en Israël, lorsque nous commençons de faire mobiliser les agriculteurs qu'il faut utiliser les tracteurs. Ils disaient non, les machines détruisent notre sort comme ça, comme ça. Mais parce que nous avons commencé de faire l'agriculture d'argent, ils commencent à comprendre. Parce que si tu ne fais pas l'irrigation, tes cultures vont commencer d'être souffert. Alors, ils comprennent qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse produire toute saison. Alors là, ils font... La mobilisation, ce n'est pas pour nous seulement, j'apprécie Minagri, il est en train de faire les labos et les autres partenariats, mais aussi... Justement, sans vous couper la parole, nous parlions de l'État, des institutions étatiques. Le Rwanda, aujourd'hui, il s'est fixé, je dirais, l'objectif qu'en 2029, donc l'objectif de pratiquer l'irrigation en utilisant l'énergie solaire à cette année, plus de 1100 hectares, 140 hectares d'ici 2029 vont être utilisés. Comment comptez-vous, je dirais, atteindre ou bien collaborer avec le Rwanda pour réussir cette vision? Si tu vois, le monde entier est déjà commencé de faire toutes les choses en considérant l'environnement. C'est ça, maintenant, ils ont commencé, tu ne vois pas seulement en agriculture, mais aussi dans les automobiles, ils ont commencé d'utiliser l'énergie solaire. Alors, en agriculture aussi, ils font considérer comment est-ce qu'on peut faire l'agriculture, mais en protégeant de l'environnement. Alors, nous avons commencé d'utiliser les aspirateurs avec l'énergie solaire, avec les aspirateurs électriques pour que aussi l'environnement doit être protégé. Là, on a déjà commencé la sensibilisation est en cours. Nous aussi qui
qui sont les membres des ministères, mais aussi les autres partenariats. C'est une chose très importante pour que l'environnement doit être protégé. Alors pour terminer, je dirais, y aurait-il d'autres projets que vous envisagez justement pour que l'irrigation se développe davantage, que ça ne soit pas juste au nord, que ça soit dans tout le pays? Il y a beaucoup de projets, mais j'appelle tous les investisseurs avec l'argent qui peuvent venir de nous aider de développer ce secteur parce que dans les années passées, c'était un secteur très ignoré. Mais dans nos jours, ils ont commencé à comprendre que l'agriculture aussi peut nous approvisionner de l'argent. Alors, nous avons commencé le projet de mécanisation, de faire vendre les tracteurs, le projet de faire les vulgarisations agricoles pour que les agriculteurs comprennent qu'est-ce que je peux faire pour que notre rendement doit être augmenté. Pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. C'est très bien. Merci en tout cas, Emmanuel Leizilier. Je rappelle que vous êtes CEO ou PDG de Yala Yala Group, une compagnie qui s'occupe justement de l'agriculture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui. Les habitants, surtout des femmes vivant dans les zones de Karushuga et Tchamunyana, dans le secteur de Rwimiyaga, dans le district de Nyagatare, disent qu'ils rencontrent des difficultés pour effectuer de lents déplacements afin de recevoir des services de santé tels que les consultations prénatales, les tests de dépistage du VIH et d'autres soins médicaux. C'est pourquoi ils demandent que ces services leur soient rapprochés car les postes de santé qui leur ont été attribués ne les fournissent pas. Les détails. Actuellement, pour que les habitants accèdent à des services de santé, ils doivent parcourir plus de 20 km pour atteindre le centre de santé de Ogaragara, car c'est là que ces services sont octroyés. Les habitants confirment que cela leur coûte très cher en termes de transport et aussi en temps. Nous payons 3 000 francs rwandais pour accéder à la route principale à partir d'ici et c'est pareil pour revenir. Pour les femmes enceintes, le long trajet cause souvent de la fatigue au moment de l'accouchement, ce qui conduit parfois à des tragédies comme perdre les enfants à la naissance. Dans les parties de Karushuga et Tchamunyana, un dispensaire de niveau primaire ou poste de santé a été construit à Gakagati. Cependant, les habitants affirment qu'il n'est pas en mesure de leur fournir les services dont ils ont besoin. Un autre problème est que c'est cher d'obtenir des médicaments lorsqu'ils sont malades. Et cette partie compte actuellement plus de 19 000 habitants. Cependant, au fil du temps, le nombre de résidents continue d'augmenter, attirés par les activités agricoles et d'élevage, selon les autorités locales. Toutefois, pour résoudre le problème de l'accès aux services de santé, des mesures ont été prises, y compris le renforcement des capacités de leur poste de santé. Nous avions un hôpital, mais les habitants, notamment ceux venant de Karushuga et Tchamunyana, doivent parcourir de longs trajets, ce qui entraîne des problèmes pour les femmes enceintes, surtout en raison du retard dans la consultation avant l'accouchement. Nous sommes donc en train d'agrandir le poste de santé de Kagagati afin d'y ajouter de nouveaux services. Bien qu'il s'agisse d'un centre de santé de deuxième génération, il est prévu d'intégrer des services tels que la circoncision, le suivi des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement et même après, ainsi que des soins dentaires et ophtalmologiques. Karushuga et Tchamunyana sont des endroits beaucoup habités depuis 2008 et il est clair qu'elles continuent d'attirer de nombreux habitants jusqu'à ce jour. À présent, nous allons parler du système qui est en rapport avec les cartes d'identité nationale. Reportage d'Amandine Ndikumasabo. Tous ceux avec qui nous avons discuté affirment que la carte d'identité est le document le plus important, mais ils soulignent également que la carte d'identité rwandaise est désormais un document polyvalent pour ceux qui demandent divers services tels que ceux liés à l'état civil, à la santé, les services financiers et les déplacements à l'étranger. Ils estiment par ailleurs qu'il serait avantageux que la carte d'identité atteigne un niveau où elle remplace le permis de conduire quand c'est nécessaire et les cartes bancaires ou autres documents. Par exemple, lorsque tu arrives à la frontière de l'Ouganda, grâce à l'identité, ils peuvent avoir accès à toutes les données dont ils ont besoin et on te laisse partir. Utiliser l'identité pour acheter une carte SIM et pour les services d'épargne et me faire soigner, c'est que c'est un document très important.
Le responsable de l'état civil et de la collecte des données à l'Agence nationale de l'identification NIDA en siglé en anglais, Wikoliman Jean de Dieu, indique que les autorités compétentes ont commencé à préparer une carte d'identité qui contiendra davantage d'informations par rapport à celle actuelle. L'autre qui sera utilisé aura le numéro 1 de manière à ce que rien ne change même en cas de perte d'identité. Cette carte aura toutes les données combinées. On va d'abord voir les données puis évaluer ce qui nécessite une correction et puis les détails seront modifiés pour la photographie et les empreintes digitales et tout ce qui va avec et puissent être utilisés davantage. Le ministre de l'administration locale, Dr Molens Patrice, affirme que la valeur de la carte d'identité rwandaise représente beaucoup dans la vie du pays, ainsi que sur la scène internationale. Dans la politique, ça veut dire que le gouvernement rwandais sait comment bénéficier de toute opportunité disponible. Ça, c'est un point. Avec la technologie, le Rwanda peut être au premier rang. Je dirais par exemple, si chaque citoyen, comme c'est le cas, sait comment utiliser les téléphones modernes pour bénéficier de tous les services. En politique, ça nous rend fiers car la population est inclue dans le développement, dans tous les secteurs, comme surtout la technologie. La carte d'identité rwandaise a commencé à être utilisée comme un passeport dans certains pays de l'Afrique de l'Est et pour les personnes effectuant des voyages de courte durée. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Mais avant de vous dire au revoir, voici le rappel de ces titres. Un contingent de 160 forces de police du Rwanda s'apprête à participer à la mission onusienne de maintien de la paix au Soudan du Sud. Les habitants, surtout des femmes, vivant dans des zones de Karushuga et Tchamunyana dans le secteur de Rwimiyaga, dans le district de Nyagatare, disent qu'ils rencontrent des difficultés pour effectuer de longs déplacements afin de recevoir des services de santé. Nous parlions tout à l'heure de certaines régions aujourd'hui qui connaissent ces derniers jours une chaleur excessive. Merci au nom de toute l'équipe d'avoir suivi cette grande édition. Rendez-vous au plus tard. Juste là, portez-vous bien.